n'y a jamais de bon moment. Et tout le monde refuse d'avance. On verra bien. Eux, c'est pas nouveau. Mais il y a des moments critiques aussi quand on sait qu'en ce moment, bon l'organisation moment, de l'État islamique est en train de reculer. Oui, et alors? Et que donc, de nouveaux conflits peuvent... Mais non, on ne peut pas faire de nouveaux conflits. Là, vraiment, tout le monde s'est battu contre tout le monde. Mais pour le moment, les Kurdes, en tout cas les Kurdes d'Irak et en tout cas les Kurdes de Syrie, se battent contre Daesh, contre l'État islamique. Et nous profitons de cette bataille, que nous soutenons d'ailleurs très fortement, surtout les Américains, mais les Français aussi. Et eux se battent, eux ils meurent. C'est pas le moment. Je pense que ça peut pas être pire que maintenant, en effet. Mais il n'y a jamais de bon moment pour décider. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils font un référendum et on saura si une partie importante de la population, ou non, se prononce pour une indépendance qui ne se fera pas du jour au lendemain. Ils sont en train de négocier avec Bagdad, ils continueront de négocier et on verra bien. Mais il y aura l'affirmation d'un désir, dans une autonomie déjà grande, d'un désir d'indépendance pour ces millions de Kurdes qui le disent haut et fort depuis longtemps. Mais vous dites quand même, Bernard Kouchner, que c'est le moment d'affirmer cette Ils ont choisi ce moment. On ne va pas reculer tout le temps. Il semble que l'organisation soit prête, si j'ose dire, pour que se manifestent par oui ou par non les millions de Kurdes d'Irak. Pas les 40 millions sur les autres pays. Il n'en est pas question pour le moment. Ce sera un début, encore une fois, dans une autonomie assez grande, qui marquait déjà cette volonté fédérale, une volonté fédérale en Irak, avec une constitution qui s'y prête. Voter n'est pas un crime. Comment vous expliquez, M. Kouchner, l'attitude en fait de Washington qui est très contre le référendum, on l'a vu encore ces derniers jours, et qui par ailleurs soutient les Kurdes ou utilise les Kurdes, peut-être les instrumentalise dans la guerre contre l'État islamique en Syrie, en Irak, etc. Comment vous expliquez ça? Par un cynisme de grande puissance, c'est toujours comme ça. Mais enfin, ils soutiennent beaucoup. J'étais à Raqqa il y a quelques jours. Le soutien matériel des Américains est très grand. Mais c'est vrai, ce sont les Kurdes qui se battent. Et pas seulement les Kurdes à Raqqa, les Arabes et les chrétiens. Mais je comprends bien. Ils peuvent changer, ils peuvent toujours changer d'avis. Ah bon? Les Américains, bien sûr, changer d'alliance. Bon. Mais les Américains comme les Russes. Tout le monde nous surprend dans cette matière. Et tout le monde se bat par personne interposée. Donc c'est vrai que ça paraît, encore une fois, hasardeux. Mais il faut, à un moment donné, affirmer que les Kurdes, ce peuple sans État, veut un État. Bernard Kouchner, vous venez de le dire, vous étiez à Raqqa, cette ville qui a été aux mains du groupe État islamique pendant près de 4 ans. Mais qui est encore, pour une part, aux mains. Voilà, mais en partie libérée, pour les 2 tiers. Alors, racontez-nous, dans quelles circonstances vous êtes allé à Raqqa, qu'est-ce que vous y avez vu et que vous ont dit vos interlocuteurs? Écoutez, je ne vais pas vous faire un récit de voyage, mais Raqqa, c'était la capitale de l'État islamique. Et en face, les Kurdes de Syrie... Capitale autoproclamée. De Syrie, notez bien ça au passage, car les Kurdes souvent s'affrontent entre eux. C'est eux qui ont mené l'assaut avec l'aide américaine, avec l'aide française, avec l'aide britannique, etc. Mais ce sont eux qui se sont battus, avec des femmes en particulier, parce qu'il y a dans cette armée une égalité des sexes extraordinaire. Et ce sont ces jeunes femmes dont certaines, les Yazidis, ont subi pas seulement les brutalités, les meurtres et le massacre effrayant des gens de l'État islamique il y a quelques mois, un peu plus d'1 an en particulier. Donc ils ont pris une partie de la ville, mais ce sont les Arabes qui se battent. Je voudrais bien insister là-dessus, si vous me le permettez. Oui. C'était une ville arabe, Raqqa, devenue capitale de l'État islamique. Ce sont les Arabes qui sont en première ligne, les Arabes de cette région. Oui, l'armée, disons l'armée démocratique, ce mot est utilisé un peu partout, l'armée démocratique est dirigée par les Kurdes, mais ce sont les Arabes qui sont en première ligne, puis les Kurdes, puis les Syriaques, c'est-à-dire des catholiques. Alors c'est une alliance qui peut perdurer dans cette région, et pas seulement pour Raqqa, j'insiste là-dessus. Et c'est une alliance, à mon avis, avec un petit avenir et peut-être un grand avenir. Ils se battent, il reste 1000 combattants islamiques dans le nord de la ville,
Et ils ne sont pas prêts de se rendre. D'ailleurs, ils ne se rendront pas. Et évidemment, il y aura beaucoup de sacrifices pour les déloger. Il y a des milliers de mines partout. Et tous ces hommes et ces femmes, malheureusement, parce qu'il y a des femmes et des enfants qui sont otages des Daesh, ils ne se laisseront pas prendre sans se faire exploser. Donc c'est une très grosse bataille. Et d'après ce que vous avez vu, et d'après ce que vous avez entendu, combien de temps durera encore cette bataille et cette reconquête, si effectivement elle est confirmée dans les prochaines semaines ou mois, est-ce qu'elle sera durable, cette reconquête? Écoutez, eux disent 2 mois. Comme le commandement de l'armée. À un moment donné, parce qu'on veut vraiment qu'ils se battent pour nous, n'est-ce pas? Et ils le font. Alors n'oublions pas ça. Ceux qui se battent contre le Daesh, ce sont les Kurdes. Et ce sont les Arabes de la région, et ce sont des chrétiens. Ceux-là disent 2 mois. Peut-être que ce sera un peu plus court, mais je ne le crois pas. C'est vraiment une bataille féroce. Vous savez, vous vous souvenez des images peut-être que vous avez vues de Berlin à la fin de la guerre. C'est comme ça, tout est démoli. Et vous l'avez vu, là c'était en Irak et vers Mossoul, les villes chrétiennes sont entièrement démolies. Détruites, oui. Bon, alors je ne sais pas si c'est vrai 2 mois, mais au moins 2 mois, avec une difficulté et des sacrifices et un courage extraordinaire. Sophie. Bernard Kouchner, qu'est-ce que ça vous inspire le fait que les Kurdes, justement, sont absents du processus qui se déroule à Astana, où cette semaine encore, on voit, sous l'égide des Russes, des Iraniens et des Turcs, justement, on voit des discussions prendre place pour l'instauration de zones de cessez-le-feu, en fait. Je suis d'accord avec vous, c'est scandaleux. Enfin, vous n'avez pas dit scandaleux, moi je le dis. Mais écoutez, c'est comme ça le cynisme des grandes puissances. Enfin, les Russes sont là, les Américains sont là, ils aident chacun de leur côté. Alors, il y a une part de la réponse, mais pour vous, madame aussi, mais parce que vous savez, il y a aussi une autre ville qui est sur l'Euphrate qui s'appelle Dar el-Zor. Et ça, les Américains voulaient que, en prenant très vite Raqqa, les forces démocratiques, c'est-à-dire les 3 composantes, mais dirigées par les Kurdes, aillent vers Dar el-Zor. Les Russes les ont pris de vitesse, bombardent, et finalement, c'est une avancée russe vers Dar el-Zor. Ça ne veut pas dire que la ville ne soit pas toujours aux mains de Daesh. Et le régime syrien qui en profite, effectivement. Le régime syrien qui profite de cette situation pour être au port de Dar el-Zor. Tout le monde profite des Kurdes. Mais on ne veut pas qu'ils soient indépendants, quand même. C'est d'un cynisme invraisemblable. Je vous propose, Bernard Kouchner, maintenant, de découvrir cette carte. Elle a été réalisée par le service cartographie-infographie du journal Le Monde. Pour nos auditeurs de RFI, pour nos auditeurs de RFI, on voit en jaune les zones de peuplement kurde, un peuple à cheval sur plusieurs pays dans ces zones montagneuses. 4 pays. Au nord de l'Irak, bien sûr, mais aussi en Turquie, en Iran, en Syrie. On voit les frontières. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir quel est le nombre de Kurdes. On a une fourchette 35, 45 millions. Ce qui fait donc, vous le disiez... Ça fait beaucoup, non? Oui, ça fait beaucoup. Ça fait le plus grand peuple sans État. Sophie. Oui, question aussi, est-il pertinent d'envisager un État sur des bases ethniques? Ah non, tous les États ne sont pas sur des bases ethniques. L'Irak, justement, il y a cette question de la multiconfessionnalité. Est-ce qu'on risque pas, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'éventuelles épurations ethniques, justement, dans certaines zones? Mais l'épuration ethnique, on parlera d'un autre pays où elle a lieu sous nos yeux et on ne fait rien. Madame, l'Irak, c'était 20% à peine de sunnites qui dirigeaient les 80% du reste. Vous parlez d'une entente. Voyons, c'est comme ça que s'affrontent les gens. Mais est-ce qu'il faut laisser tomber? C'est pas le moment de travailler à ce qui pourra devenir une réconciliation? Mais je crois que travailler à ça, c'est faire un Irak... Enfin, de son côté, ils feront ce qu'ils veulent. Maintenant, ils sont au pouvoir. Les chiites, qui sont majoritaires, sont au pouvoir. Mais les Kurdes sont sunnites, eux aussi. Et je pense que l'idée générale de faire que 40 millions de gens qui le demandent soient réunis dans un pays n'est pas stupide et qu'elle serait au contraire un îlot de stabilité. Philippe. Je parle ça en me méfiant de ce que je dis parce qu'ils ont aussi le récit que vous connaissez, ils ont l'habitude de se combattre. Mais je pense qu'un îlot plus démocratique et un îlot plus stable au milieu du Moyen-Orient serait une bénédiction pour tout le monde.